Buenas tardes. Tenemos con nosotros ahora con Agita Aslan Sarestani, no sé si pronuncio bien los apellidos, que es una cineasta y artista franco-iraní. Nació en el año 1982 en Teherán, es muy joven, y sorprende en su currículum su talento y sus inquietudes, la variedad de sus inquietudes. En su formación habría que destacar sus estudios sobre el arte del espectáculo, sobre arte y arqueología en Teherán, sobre cultura y civilización francesa, un máster de cine en la Universidad de Nanterre y sorprende como ya he dicho, la variedad de sus ya realizaciones, no solo de intereses, sino ya lo ha demostrado en multitud de campos, esas inquietudes tan variadas dentro del mundo del cine, pero también que desbordan el cine y el espectáculo. Ella es autora de 3 cortometrajes y de un largometraje. Ha organizado, tiene bastante experiencia en gestión y en responsabilidad artística de eventos como por ejemplo el Festival de Cortometraje y de Fotografía de Irán en París. Es organizadora y responsable artística de festivales de pintura, también de caligrafía, de eso me gustaría preguntarle luego, de caligrafía artística iraní, que se mezcla, nos ha dicho, con el graffiti. Nos interesaría mucho saber sobre ese producto artístico que aquí creo que la mayoría desconocemos. Ha sido decoradora, diseñadora de logos, de ilustraciones para eventos variados, y me interesa destacar que ha llevado a la escena en Teherán, además esto tiene mucho que ver con este centro en el que estamos, la casa de Bernarda Alba, en Teherán. ¿En qué año? No nos dice el año, entre el 2000... La Maison de Bernarda Alba. En el año 2000. En 2000, y también participó en la realización de vestuario de la casa de Bernarda Alba, también en otro montaje. En fin, su currículum es mucho más largo. También destacar que ella es miembro de una asociación de artistas de Irán radicada en París, que se ocupa de llevar a Irán artistas europeos y también de difundir en Europa y en el mundo la obra de cineastas sobre todo, pero de fotógrafos, de artistas muy variados procedentes de Irán. Y la va a traducir su intervención Regina López Muñoz, que es malagueña, es licenciada en Traducción e Interpretación y tiene también un máster de traducción literaria. Así que con su ayuda pues podremos escuchar y entender las palabras que nos va a regalar Agita Aslani, que además va a hacer un viaje relámpago, es su primer viaje a España y por desgracia se va a poder quedar muy poco aquí con nosotras, pero creo que con esa variedad de inquietudes y de intereses y de curiosidad que la adornan, pues podrá visitarlos también en otra ocasión. Así que tiene la palabra Agita Aslani. Bonjour, merci beaucoup d'être passé ici. Je suis vraiment ravie de pouvoir être aujourd'hui ici et vous parler. Je suis désolée, je ne peux pas parler espagnol et je sais que ça va être un peu désagréable pour les gens qui ne parlent pas français. Ils vont entendre que des R en général. Buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado y estoy muy contenta de estar aquí. Lamento mucho no hablar español y lo lamento sobre todo por las personas que no hablan francés porque van a ir oyendo una especie de conferencia en diferido. Normalement, je travaille sur le cinéma avant-garde iranien et je vais vous parler de la place de la femme dans le cinéma iranien. Et je ne vais pas seulement parler de cinéma d'avant-garde iranien, je vais essayer de présenter ce qui se passe
avant la révolution islamique, en Iran dans le cinéma, et les autres cinémas, ça veut dire les cinémas commerciaux et les autres styles. Et après, je vais arriver sur le moment de la révolution, et après on arrive actuellement, le temps de M. Ahmadinejad, notre président. Normalmente soy experta en cine de vanguardia iraní, pero en esta conferencia me voy a centrar en el lugar que ocupa la mujer dentro del cine iraní. Para ello no me voy a centrar solamente en el cine de vanguardia, sino que vamos a hablar de varios periodos, de la monarquía, después de la revolución iraní, y llegaremos hasta el momento presente con Ahmadinejad, nuestro presidente actual. Et si par hasard il y a quelque chose que sur le moment vous voulez me poser une question ou ça vous intéresse que je développe l'idée un peu plus, n'hésitez pas à me demander sur le moment, comme ça on peut avoir une discussion un peu plus interactive, que je crois que ça va être plus intéressant. Si durante la conferencia les surge a alguno de ustedes alguna duda o alguna cuestión que quieran comunicarles, pues no duden en preguntar en el mismo momento. De esta manera habrá una comunicación fluida entre el público y conferenciante. La première chose qu'il faut savoir sur l'Iran, c'est que normalement, dans la société iranienne, la place de la femme artiste était toujours très mal acceptée. Et on a mis presque... Ça fait 100 ans que les femmes elles essayent de se montrer, de dire qu'ils sont artistes, mais ça a pris beaucoup de temps et il y avait beaucoup de problèmes pour qu'on accepte cette place pour les femmes. Et parmi les problèmes qu'on avait, c'était une religion transformée en une structure misogyne, les traditions sociales pour éloigner la femme de la société active et aussi le manque d'éducation scolaire et le changement politique le politique qui est changé est devenu un gouvernement religieux et islamique. En la sociedad iraní, el lugar de la mujer siempre ha costado mucho trabajo aceptar el lugar de la mujer como artista. Esta aceptación de la mujer siempre se ha ido, la mujer ha luchado a lo largo de 100 años por hacerse escuchar y hay muchas razones por las cuales esta situación ha sido así, entre las cuales sobre todo la religión, una religión de estructura misógina, tradiciones sociales que alejaban a la mujer de la sociedad activa y también la falta de educación escolar y unos cambios políticos tales como el cambio de gobierno a un gobierno de corte muy religioso. Il y avait une autre question, c'est que la modernisation est entrée en Iran par le gouvernement, par le royaume Pahlavi qui existait à l'époque, et il a insisté, c'était une modernisation imposée et forcée. Et cette modernisation, malgré tous les problèmes que je viens de le dire, a fait que les femmes n'acceptaient plus d'avoir une place rétrogradée et reculée. Donc du coup, la modernisation a permis aux femmes de prendre une place un peu plus importante et être reconnues comme artistes. Además, la llegada de una modernización, aunque fuera forzada, con el reinado de Pahlavi, también intervino en que la mujer fuera más aceptada como artista. A pesar de esos problemas que anteriormente hemos citado, la mujer dejó de aceptar esa figura de sumisión por debajo del hombre, y el cine estuvo entre esas disciplinas que permitieron la emancipación de la mujer. Et donc cette acceptation de la place de la femme dans l'art a fait en 2 temps, donc avant la Révolution et après la Révolution. Et c'est ce qu'il faut savoir, c'est que dans les 2 périodes, la situation, l'art a subi beaucoup de censure, et surtout le poids de la censure a été beaucoup plus fort sur les femmes et l'art qui était exercé par les femmes. Donc, et quand le cinéma arrive, puisque le cinéma c'est un art qui attire un large public, donc ça fait que la place de la femme dans le cinéma
déjà, la place de la femme attire beaucoup de poids de la censure, et aussi la place de la femme dans le cinéma cause plus de censure. Esta emancipación se hace en dos periodos, antes y después de la Revolución Islámica de 1979. En ambos periodos, el arte del cine sufrió la censura, una censura muy fuerte que, por supuesto, recaía con mucho más peso sobre la mujer. Pero como el cine es un arte que a nivel social pues, afecta a ambos sexos, al final consiguió llegar a un público muy amplio y poco a poco se dieron cuenta de que el cine no podía permanecer como del dominio puramente masculino y ofreció un nuevo lugar para la mujer. C'est ce qui était intéressant aussi, c'est que la place de la femme dans le cinéma, par rapport à chaque période avant la Révolution et après la Révolution, ils voulaient imposer une image spéciale aux femmes. Donc du coup, chaque gouvernement avait ses codes pour la présentation de la femme dans la société, dans le cinéma et ce qu'il va présenter dans la société. Lo que es muy interesante destacar es que tanto en un periodo como en otro siempre interesaba dar una cierta imagen de la mujer. Entonces siempre se servían del cine, ambos periodos políticos e históricos, para hacer de alguna manera llegar a la sociedad una imagen, fuera cual fuera, de la mujer. Et en 1979, on avait une révolution normale en Iran. 1 an ou 2 ans après, ça veut dire en 1980, ils ont fait une autre révolution qui s'appelle la révolution culturelle. Que pendant cette révolution culturelle, c'était les religieux qui ont établi certains codes. Et à cause de ces codes, ils ont dicté une image très claire de femmes, surtout dans le cinéma et les médias visuels. Aparte de la revolución de 1979, poco tiempo después, en 1980, hubo también una revolución cultural. Y esta revolución cultural impuso unos ciertos códigos religiosos que dieron una imagen de la mujer proyectada en el cine. Donc on peut se poser comment les femmes sont-elles présentées sur les écrans de cinéma et de télévision iraniens. Et qui sont les réalisatrices et actrices iraniennes, quelle était leur existence avant la révolution et comment travaillèrent-elles après celle-ci avec la censure. Entonces nos podemos preguntar cómo se presentan las mujeres en las pantallas de cine y de televisión iraníes y quiénes son las realizadoras y las actrices iraníes, cómo era su vida antes de la revolución y cómo consiguieron trabajar después de esta con el peso de la censura sobre ellas. Donc je vais essayer, dans le premier temps, je vais essayer de vous expliquer la place de la femme la place imposée de la femme par les gouvernements avant la Révolution et après la Révolution. Et dans le second temps, je vais expliquer des femmes qui ont continué l'image imposée par ces gouvernements et aussi les hommes qui ont continué cette image. Dans le cinéma, ils ont accepté cette image de la femme dans le cinéma, mais après aussi ceux qui ont essayé de contourner la censure et montrer une autre image de la femme, et que les femmes et les hommes cinéastes ou les acteurs, actrices, qui essayent de montrer carrément une autre chose, sans contourner la censure, mais carrément montrer une nouvelle image de la femme. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es intentar explicar ese lugar impuesto para la mujer dentro del cine, ya sea en uno de los periodos o en el otro. Y luego, después, también nos vamos a centrar en las figuras de las cineastas, las mujeres cineastas, y también en los hombres, en los directores, en los que han aceptado esa representación obligatoria de la mujer, y también aquellos directores que han sabido burlar de alguna manera las consignas que imponía la censura. D'abord, une petite histoire de cinéma en Iran. Le cinéma arrive en Iran en 1900
Et d'abord, il faisait des films de courts-métrages, des films de commandes, des films de voyage, des choses comme ça. Et après, en 1904, on avait la première salle en cinéma. Et après, les mêmes années, ils ont commencé à montrer les courts-métrages français, surtout européens, parce qu'à l'époque, c'était plutôt européen et français. Et les courts-métrages de, par exemple, les Frères Lumière. Et après, sur les films, les courts-métrages qu'ils projetaient, les courts-métrages muets qu'ils projetaient, il y avait les voix des hommes et des femmes qui commentaient le film en même temps, simultanément. Et là, on avait la première présence de la femme dans le cinéma avec sa voix. Et après, en 1928, ils font... jusqu'à 1928, il y avait des salles séparées, salles pour les hommes. Ils avaient d'abord que des salles pour les hommes et après, en 1928, ils commencent à avoir une salle spécialisée pour les femmes, mais puisque ça n'avait pas beaucoup de succès, les femmes n'allaient pas toutes seules au cinéma, donc ils commencent à faire des salles mixtes. Et c'est comme ça qu'ils commencent à avoir la culture d'aller au cinéma et voir un film en famille. Et aussi, il y a des cinéastes qui racontent que leur mère était cinéphile et ils l'amenaient de voir un film plusieurs fois. Il les expliquait et il avait le plaisir de voir un film. Et ils ont transmis ce plaisir à leurs enfants. Para empezar, una pequeña introducción histórica. El cine llega a Irán a partir del año 1900, muy pronto, y al principio las primeras películas son siempre películas breves, por supuesto, y por encargo, como de recuerdos, de ceremonias. La primera sala de cine en Irán abre en 1904 en Teherán, y se empiezan a proyectar en ese mismo año películas mudas europeas, sobre todo francesas, que era el país que más cine exportaba en aquel momento, los cortometrajes de los hermanos Lumière. Y en esas mismas proyecciones, en esa misma sala, empieza a haber en las películas mudas hay actores en las salas que pronuncian en voz alta los diálogos, hombres y mujeres. Entonces ya vemos aquí, ya a principios de siglo, la presencia femenina de la mujer en el cine. Hasta 1928 las salas de cine eran exclusivas para hombres. A partir de ese año, de 1928, abren las primeras salas solo para mujeres, pero se dan cuenta de que no es algo rentable, puesto que las mujeres no suelen ir solas al cine, y al final optan por abrir las salas mixtas. Y empieza a nacer esa cultura de ir al cine en Irán y de ir al cine en familia, y de hecho muchos cineastas iraníes cuentan en entrevistas que su amor por el cine comenzó pues siendo muy pequeños, que sus madres los llevaban al cine una y otra vez, les contaban las películas, y de esta manera fue como se fue gestando. Et après, Avanes Ohanian, c'est un Iranien d'origine arménienne. En 1930, ils font une école de jeu d'acteur et il fait, un an après, il fait son premier long métrage, et ça c'est le premier long métrage iranien, fiction. Mais le problème, c'est que le film fiction arrive tardivement en Iran, et il y avait le premier, après Avanessian, après son école qu'il a travaillé avec ses actrices, il y avait Abdul Hossein Sepanta qui a commencé à faire des films fiction, et ça a vraiment très bien marché, mais les distributeurs étrangers, surtout américains et européens, surtout américains je crois, ils avaient peur de perdre leur place et leur argent pour la distribution de leurs films en Iran, donc ils essayent de boycotter Sepanta et ils ne le laissent pas travailler, et donc Sepanta était censuré de cette façon par les autres, par les non-iraniens. Et après, on peut dire normalement qu'avant 1947, la présence de la femme, puisqu'on n'avait pas des longs métrages, donc du coup il n'y avait pas d'histoire, il y avait beaucoup de films, des courts métrages expérimentaux, donc la présence de la femme, normalement les hommes aussi, mais bon quand même il avait plus de présence de la femme se résumait à un corps-objet. Ça veut dire qu'elle servait comme un décor dans le décor, comme un objet dans le décor, et elle était bien pour la composition de l'image et du cadre.
En 1930, Avanes Ohanian, que es iraní de origen armenio, funda la primera escuela de interpretación de actores y él mismo realiza el primer largometraje iraní que se rueda, de ficción. Sin embargo, la ficción llega muy tarde al cine iraní. La razón de este retraso en la ficción es que uno de los directores que empezaron a rodar ficción, que se llamaba Abdul Hussein Sepanta, sufre por parte de los distribuidores iraníes y también de los norteamericanos que tenían miedo de perder su distribución en el país, sufre un complot para que no pueda seguir haciendo películas de ficción. De esta manera, hasta 1947, pues hay muy poco cine de ficción. Y la presencia de la mujer hasta este año, casi todo eran películas de corte experimental, se reduce a mero decorado, a un cuerpo objeto. Era, digamos que hacía bonito, cuadraba muy bien para la composición de la imagen, pero nada más. Finalement, vers les années 60, mon carrière de fiction, de film fiction en Iran commence, mais il commence à imiter les films populaires américains, genre western, western américain ou western italien. Et donc, bien évidemment, ils ont essayé de un peu changer l'histoire et adapter l'histoire avec la culture iranienne. Et aussi, donc, finalement, ils font un style de cinéma et de films populaires qu'on appelle les films farsi. Farsi, c'est notre langue. À la place de personne, on dit farsi. Et l'ambiance de ces films, c'est très masculin, très loupard et très voyou. Et il a des éléments récurrents, ce genre de film. Mais je vais vous parler des éléments récurrents pour les rôles féminins. A partir de los años 60, el cine iraní sí se vuelve más hacia la ficción, pero siempre tomando como modelo las películas populares americanas y sobre todo los westerns, las películas del oeste americanas e italianas. Por supuesto, adaptando siempre culturalmente las películas. Y estas películas se fueron haciendo cada vez más populares, de tal manera que han llegado a conocerse con un nombre propio, se llaman películas farsi. Y estas películas siempre están impregnadas de un ambiente muy masculino, de un aire así como muy jactancioso, masculino, pero masculino de verdad. Tiene algunas marcas muy concretas de estilo y elementos muy recurrentes y que ahora vamos a repasar, pero sobre todo centrándonos en la figura de la mujer en estos tópicos del cine farsi. Donc les rôles de la femme, c'est la femme fragile, perdue, sans protection. Deuxième femme, c'est la femme méchante, allumeuse, grande gueule, qui crie pour rien du tout. Elles sont normalement les belles-mères ou belles-sœurs, évidemment, c'est toujours comme ça. La femme sage, normalement, c'est la grande-mère. Et aussi, le rôle des hommes envers les femmes, c'est les hommes qui veulent protéger la femme fragile, donc forcément c'est le rôle positif parce qu'il veut protéger. Deuxième, c'est il est faible et il est manipulé par la femme méchante. Et troisième rôle, c'est il est méchant lui-même et il essaie de tirer la femme fragile et innocente vers ses perversités. Et après, quatrième, c'est il est sage, c'est un rôle d'un homme sage qui trouve une solution pour sauver la femme fragile en l'envoyant vers l'homme positif. Et ce rôle est joué normalement par les vieux. Et aussi, il faut savoir qu'il y a des séquences récurrentes aussi dans ces films. Il y a les séquences de danse que normalement c'est la femme fragile qui danse pour montrer leur beauté de fragilité devant la caméra, ou l'inverse, c'est la femme méchante qui danse mais ça devient très vulgaire parce que c'est la femme méchante. Ou aussi il y a les séquences récurrentes sont des séquences de bagarre et bataille. C'est que ça veut dire que l'homme, il va taper un autre homme parce qu'il veut avoir la femme fragile et ça montre que lui, il est en train de protéger cette femme fragile. Bueno, pues el papel de la mujer se puede resumir en varios clichés tópicos. Por ejemplo, está la mujer frágil, que se encuentra perdida y que está totalmente desprotegida. Luego, por otro lado, está la mujer que es mala, que es perversa y que normalmente están encarnadas por suegras o cuñadas.
Y también existe la figura de la mujer sabia, que normalmente se corresponde con las abuelas. Luego, los hombres, el papel de los hombres hacia la mujer, su actitud es, en primer lugar, puede ser que quiera proteger a la mujer que es frágil, por lo tanto le toca el papel positivo de protección. Luego también es posible que sea débil y manipulado por la mujer perversa. Puede ser malo él mismo y hace lo contrario, atrae hacia sí a la mujer frágil y la contagia de sus perversidades. Y en cuarto lugar, también puede ser sabio y al final encuentra siempre una solución para salvar a esa mujer frágil y haciéndola que vaya con un hombre bueno. Que ese hombre bueno suele ser interpretado por un hombre mayor. Hay varias secuencias, varias escenas que son también muy recurrentes, por ejemplo, como esta que hemos visto, la secuencia del baile, está hecha para mostrar bien a la mujer frágil, a la mujer frágil que baila a pesar de que no quiere hacerlo, pero porque la obligan, o la mujer, lo contrario, la mujer que es mala y perversa y baila para mostrar sus armas y embaucar al hombre. También hay una secuencia que es muy común, que es la de la pelea entre dos hombres, que normalmente uno de ellos es el bueno y se pelea con el otro porque quiere proteger a la mujer frágil. Et ici, dans l'extrait, on voit que la femme fragile est en train de danser. Il y a un homme qui est évidemment amoureux de cette femme, donc du coup, il est très gêné, il n'aime pas que la femme danse. Et il y a un autre homme pervers qui la regarde avec un regard très vulgaire. En esta secuencia que acabamos de ver hay dos hombres, uno de ellos está muy enamorado de la mujer que está bailando y sufre porque el otro la está mirando con una mirada lasciva. Le deuxième extrait. Ouais. À la place de bataille de femmes. Ici, à la place de montrer les hommes qui se, Oui. Les hommes qui se tapent. Ici, je montre les femmes qui font la bataille. C'est pareil en fait, c'est les femmes méchantes, une femme méchante qui provoque une femme un peu plus fragile et après ils commencent à se battre. Et après, dans ces séquences, on voit comment le style cinématographique et les images, tout sont très faibles et il n'y a aucune esthétique profonde dans ces films. En esta que estamos viendo ahora vemos lo contrario, vemos un grupo de mujeres, algunas de las cuales, ahora lo veremos supongo, se van a pelear. Se battre, elles. Ouais. Y también lo que se aprecia es un estilo cinematográfico muy débil, donde no hay tampoco mucha atención al estilo, a los planos, etc. Et en plus, ici, c'est les femmes qui vont battre, donc c'est un miracle. Ils ont changé, ils ont pensé, ils ont fait un truc très féministe. Pero el hecho de que aquí sean las mujeres las que se pelean es una especie de milagro, ¿eh? Esto es súper feminista. Aussi, le gouvernement. Ouais. Mais en plus, ils font des slow motion. Là. Sí, te ponen un slow motion ahí para darle emoción. Muy bien. Je passe le suivant. Pour finir, d'accord. Donc le gouvernement, en fait, les gouvernements aussi donnaient des directives pour ces images. Et dans les décennies 70, l'industrie du cinéma est bien développée, mais surtout les films commerciaux. Et le gouvernement, puisqu'il voyait que ça marche très bien, donc du coup, il essayait de pratiquer ces politiques sur le cinéma aussi. Et donc, parmi les choses qu'il faisait, par exemple, le gouvernement de Pahlavi, il aimait bien de moderniser un peu le pays. Donc, ils ont pratiqué leur modernisation, pas du tout adaptée à la culture iranienne dans le cinéma et sur l'image de la femme. Donc, du coup, par exemple, ils montraient la femme nue par hasard dans une séquence ou dans un plan qui servait à rien du tout qu'elle soit nue, mais donc elle était nue et ça ça irritait beaucoup les Iraniens, surtout les Iraniens. À l'époque, il y avait beaucoup d'illettrés, donc quand on est illettré, on a une mentalité dogmatique aussi, donc ça provoquait vraiment des problèmes. Mais bon, ils croyaient que ça, c'est un système pour rendre les gens, pour pousser les gens vers la modernisation. Ces films
par exemple, vous voyez ici, la femme, pourquoi au téléphone elle parle nous, on ne sait pas du tout. Et donc après, ces films, on voit que les femmes, ils ne s'intéressent jamais à se cultiver ou travailler et progresser socialement, restent toujours soumises et ils ont besoin d'une protection masculine. Et évidemment, elles ne peuvent pas réfléchir logiquement. Antes de la revolución, sobre todo en la década de los 70, la industria del cine está ya muy desarrollada y sobre todo hay cine comercial, películas muy comerciales. Este reinado de Pahlavi puso en marcha toda una serie de directivas y de políticas de gobierno siempre a la búsqueda de una modernización para la que la población iraní no siempre estaba preparada. Y esto en el cine se ve reflejado, por ejemplo, en este extracto que hemos visto, en el que las mujeres pues, se desnudan siempre muy fácilmente. Por ejemplo, la mujer estaba llamando por teléfono, pues desnuda, no sabemos por qué no se pone nada de ropa. Y bueno, de todas formas, aunque sea una especie de liberación, la mujer siempre permanece sumisa y necesita todavía la protección masculina porque, claro, sin la sabiduría de un hombre que la guíe, ella no sabría cómo actuar en la vida. Dans la même décennie, ça veut dire presque 1970, il y a une nouvelle vague iranienne qui arrive. C'est les cinéastes qui se présentent comme des cinéastes de la nouvelle vague, mais en effet, ce ne sont pas vraiment nouvelle vague. C'est rien à voir avec la nouvelle vague française. Ce qu'ils font, c'est que parce qu'avant les cinémas films farsi, ils projetaient plutôt les films qui passaient dans le milieu assez aisé. Et là, la nouvelle vague, il essaye de faire des films plutôt sociaux, donc du coup, ça passait parmi les gens qui étaient pauvres mentalement. Et quand même, ça reste... les hommes sont plus machos, ils sont très fiers d'être loupards, donc du coup, ils tuent, ils s'en foutent. Pour sa vie de quartier, il a besoin de tuer ou d'être agressive et tout ça. Et la femme, sans arrêt, elle est en train de pleurnicher. Elle est dans les deuils perpétuels parce que ses fils ou son mari sont des loupards et ils sont dans la prison ou des cabarets. Et parmi ces gens-là, on peut nommer 2 films qui sont devenus très connus et ils ont marqué le cinéma. Ils ont aidé, ils ont poussé le cinéma film farsi vers film farsi social. C'est Dariush Mehjoui avec son film Gov qu'on va voir et Kimyavi avec son film de Reysar. Reysar, c'est l'histoire de ce monsieur qu'on voit ici, qui est très loupard, très vulgaire, que pour sa vie de quartier, il fait n'importe quoi, mais en même temps, il a des faiblesses, il est amoureux des femmes, mais des femmes assez stupides qui pleurent tout le temps, et sa mère aussi, elle pleure tout le temps. En la misma década, en los 70, hay una nueva generación de cineastas que proponen un nuevo estilo cinematográfico que se ha dado en llamar la nueva ola iraní, la Nouvelle Vague, y que sin embargo no tiene nada que ver con la Nouvelle Vague francesa, a pesar de lo que muchos cineastas insisten en remarcar, porque en la nueva ola iraní lo que se hace es trasladar a un nuevo nivel el film farsi de corte social, hacia una técnica y una calidad y un estilo cinematográfico un poco mejor. En estas películas el hombre continúa siendo un gran macho alfa y siempre, un hombre fuerte y jactancioso, y las mujeres siempre toman el papel de mujer que está siempre de luto porque su hijo, su marido son unos golfos y la mujer está siempre lloriqueando y no hace nada con su vida. En esta película, las 2 películas que marcan el comienzo de esa Nouvelle Vague iraní, está esta que se llama Keisar y otra que se llama Gav, la vaca. Y en esta en concreto el protagonista es el típico muchacho que no hace nada con su vida y que sin embargo tiene sus debilidades, está enamorado de una chica y se pasa la vida penando. Donc ce style commence en 1970, ça continue après la révolution islamique parce que vous voyez les femmes sont voilées ici, donc évidemment ils vont accepter de garder ça, ça passe dans les familles pauvres, donc le gouvernement islamique veut dire que nous tous on est des pauvres et les dirigeants du gouvernement sont pauvres et sont de ce style-là et ils poussent les gens vers ce style, pauvres mentalement je veux dire, pas forcément de l'argent, non tout le monde est bien riche, ce genre de personnes.
Et donc, ce genre de cinéma fait qu'en fait, il envahit le cinéma iranien et après, de l'autre côté, il commence à censurer les autres cinémas. Ça veut dire le cinéma différent, le cinéma d'avant-garde, le cinéma underground. Tout était censuré et une censure super agresive et vraiment insensée. Estos cineastas, tras la revolución cultural islámica en Irán, pudieron continuar haciendo películas, puesto que en sus películas pues, las mujeres aparecían con velo y siempre en un plano de sumisión. Siempre permanecían indefensas y llegaban pues, al paraíso pues, porque no habían luchado, no se habían rebelado contra los hombres. Ese mismo régimen, el régimen de la Revolución Islámica, sí que empezó a censurar cualquier otra muestra de cine que fuera diferente a esta. Todo lo que fuera vanguardia o estilos que se separaran un poco de esta línea fueron censuradas. De todo lo que supusiera algún tipo de modernidad o incluso de relacionarse con algunas otras corrientes europeas como el neorrealismo, Bergman o Bresson. La télévision et les émissions télévisuelles, avant la Révolution, bon, c'était des concerts ou des dessins animés, c'était assez limité, mais après la Révolution, la télévision remplace le cinéma iranien, surtout des années 80, quand la guerre commence. Ils trouvent que la télévision, c'est un moyen très génial et très bien pour faire leur propagande. Et c'était pendant la guerre, donc du coup ils voulaient faire la propagande de la guerre. Et donc ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils montraient pour l'image de la femme, ils essayaient de montrer une femme qui était... enfin, la place de la femme devient très importante parce que la femme, c'est la mère, c'est la sœur, c'est la mère qui accepte, c'est la femme qui accepte le départ de son mari, qui prépare son fils pour partir à la frontière pour faire la guerre. Et donc, tout le temps, ils étaient en train de faire ce genre de propagande à la télévision. Et, excusez-moi, subvention va plutôt vers la télévision, les émissions de la télévision, et le style, c'était le film farsi. Durante esta época de la Revolución Islámica, la televisión es la que más se beneficia, puesto que todas las subvenciones van hacia la televisión y el cine pues se deja un poco de lado. La televisión era un medio óptimo para controlar a la gente, lavado de cerebro y, en definitiva, para la propaganda del régimen. Esta propaganda se hace aún más fuerte durante la guerra entre Irán y Irak. Y en estas emisiones televisivas, el lugar de la mujer sí que cobra bastante importancia, puesto que representa, pues, por ejemplo, una postura estoica, acepta la muerte de su marido, prepara a sus hijos porque van a ir a la guerra, lo preparan pero como si fuera un honor. En même temps, il faut savoir que bon, les gens regardaient la télévision, donc du coup, ils préféraient les émissions que, par exemple, la femme, elle était un peu plus courageuse, comme, je crois que c'est le cas de toutes les femmes, quand leur mari part en guerre ou est mort, elle doit être débrouillarde, elle doit travailler beaucoup plus pour pouvoir préparer la vie de leurs enfants. Et donc, les gens regardaient plus ce genre d'émissions. Durante esta época el público, sin embargo, prefería las películas o las series televisivas que mostraban una mujer que fuera un poco más espabilada y desenvuelta, porque ya que su marido se iba a la guerra, pues ella tenía que tomar las riendas del lugar donde se quedaba. Siempre eran emisiones que eran herederas de estos film farsi, las películas farsi de las que hemos hablado al principio. Après, c'était le dessin animé. Bon, le dessin animé, c'est que les enfants sont devant la télévision. Donc, la seule chose qu'on avait quand on était enfant, c'était pendant la guerre, c'était de s'amuser devant la télé, 1 heure par jour, pas plus que ça en plus. Et donc, ils projetaient des films qui montraient les mères super gentilles. C'est cette photo avec le bleu-bleu.
Bleu. La mère est très gentille avec son enfant et elle explique à son enfant pourquoi son père est parti à la frontière, qu'il faut en être fier et tout ça. Mais bon, l'image que vous voyez, je trouve pas la mère du tout sympathique, avec ses dents surtout bizarres et son foulard super noir qu'elle porte. Normalement, sont des images des femmes très négatives pour nous à l'école. Mais bon, il a insisté de dire que c'était ce genre de femmes un peu au visage masculin qui sont très très sympathiques. En cuanto a los dibujos animados, surgen muchísimos programas para niños en los que el papel femenino es principalmente el de la madre, que es muy buena, que siempre está cuidando a su hijo y que le incita a estar orgulloso de su padre, que ha partido a la guerra vamos, como mártir. Y esta foto que vemos aquí es de Ali Kushulu, ¿no? Que es una serie de dibujos animados en la que la madre aparece, pues bueno, supuestamente con esa imagen de mujer buena y siempre protectora de su hijo. Sin embargo, no sé, esa imagen no inspira mucha bondad, ¿no? Con los dientes así un poco torcidos, el velo muy negro y una cara incluso un poco masculinizada. Et donc après, il y avait des autres dessins animés aussi, ou marionnettes par exemple. Il y avait des genres qui donnaient un exemple de la vie quotidienne, comment les femmes elles doivent porter des vêtements, comment les filles elles doivent se comporter, tout le temps il faut oui. Tout le temps. Vous voyez par exemple ici, la grand-mère, la mère, la fille, tous ils ont l'air de foulards à la maison, des vêtements très moches, et après ils vont manger par terre, et des leçons éthiques super ennuyeuses pour les enfants. Y también hay dibujos animados como estos que estamos viendo que tratan de ser educativos y que sobre todo reflejan las formas de vestir que deben seguir las mujeres y el comportamiento cotidiano que se debe seguir en familia. Entonces aquí, por ejemplo, se ve a la madre, a la abuela, a la hija por la casa, paseando, y son una especie de lecciones éticas transmitidas a través del gobierno, del régimen. Et après, c'était les séries télévisuelles étrangères qui projetaient en Iran. Et ces séries, normalement, il aimait bien de montrer les films qui venaient d'Asie extrême, ça veut dire Chine, Thaïlande, des pays comme ça. Peut-être pour leur culture, mais normalement parce que la qualité cinématographique des téléfilms qu'ils avaient était pire que la qualité téléfilms iraniens. Donc, par exemple, il y a un exemple d'un film au Chine, c'est une série télévisuelle thaïlandaise, je crois, que l'histoire d'une petite fille qui perd ses parents dans la guerre. Après, la fille, elle est adoptée par une famille qui la maltraite. Et après, elle se marie avec un mari qui le tape. Et après, le mari qui le tape, il meurt dans la guerre aussi. Elle perd son enfant. Et après, bon, finalement, je ne sais pas, mais je crois qu'elle meurt finalement. Mais bon, l'histoire, c'est ça. Y luego también hay muchas series que vienen siempre del extranjero. En Irán, sobre todo, importan series que vienen de Extremo Oriente, de China, de Tailandia, como esta que estamos viendo, que se llama Oshin y que es tailandesa, creo, y que duró muchísimo tiempo en antena y retrata la vida de una niña que por culpa de la guerra pierde a sus padres mueren y pasa por toda una serie de vicisitudes trágicas. La adopta a otra familia, pero esta familia la trata muy mal, la obligan a trabajar, luego se escapa, se casa con un hombre y pierde el hijo que esperaba, luego el marido le pega y al final no sé lo que pasa, pero seguramente se muere de alguna manera terrible. En 1998, c'est le président Khatami qui arrive, et bon, donc lui, il était un peu différent par rapport aux autres, mais pas vraiment. Donc, il y a un changement dans le système de la censure. Et aussi, il faut savoir que, déjà, il y a des cinéastes qui étaient alors interdits jusqu'à ce jour-là. Ils ont la permission de travailler et de commencer à travailler. Mais aussi, c'est que la guerre est finie, donc ils ne peuvent plus montrer des films qui passent tout le temps dans la guerre, et les sujets sur les mères qui poussent leurs enfants vers la frontière, et les maris martyrs de la guerre. Donc,
la plupart des populations iraniennes sont des jeunes de moins de 20 ans. Ils doivent faire des films et un peu s'adapter à cette situation. Et donc, ils font des films, comme d'habitude, comme un gouvernement dictature partout. Ils veulent donner sans arrêt des leçons éthiques. Donc, ils commencent à donner des leçons éthiques aux jeunes. Bien, a partir de la llegada del presidente Khatami en 1998, que es de alguna manera diferente a los anteriores, aunque en realidad no mucho, el gobierno hay una especie de apertura y el gobierno vuelve a dar permiso a los cineastas que hasta entonces habían estado vetados y a los que no se les había permitido rodar, y se les permite retomar el trabajo. Además está el hecho de que la guerra por fin ha terminado, entonces el sempiterno tema de la mujer de luto, que llora por su marido o por su hombre, cualquiera que sea, que está en la guerra y es un mártir, este tema se deja de lado y entonces se empiezan a hacer programas y películas para la mayor parte de la población y la gente que tiene menos de 20 años, para esta generación nacida ya en la Revolución. Pero siempre dentro de un marco de ofrecer siempre lecciones éticas. Aussi, on a voté, les Iraniens ont voté, 95% je crois qu'ils ont voté pour Khatami parce qu'il en avait marre, parce que cette image de la femme, il ne tolérait plus. Donc, du coup, il commence à faire des films qui montraient que la femme, elle ne tolère plus d'être battue, elle veut travailler, elle veut étudier, mais il y a une différence, c'est qu'elle est active. Mais il vaut mieux qu'elle soit infirmière ou couturière. Et aussi, c'est que... elle réagit par rapport aux injustices, mais sa réaction, ça fait que la moralité du film fait que elle tombe dans le malheur, elle meurt. Par exemple, ici dans le film, cette femme, elle est secrétaire d'un médecin, un gynécologue, et elle est active, elle ouvre sa bouche pour dire pour parler des injustices, parce qu'ils étaient, par exemple, à l'époque, ils étaient ensemble, sans mariage, donc du coup, c'est assez ouvert, mais elle tombe enceinte, le gynécologue l'opère, et elle fait un avortement, et du coup, elle peut plus avoir un enfant. Donc, malheur de plus avoir un enfant et de ne pas plus pouvoir se marier. Las películas farsi de esa época, de corte social, hablan muchas veces de los problemas de las mujeres y el hecho de que ya no permiten que las vapuleen, y ellas estudian, trabajan y luchan por tener un lugar activo en la sociedad. Pero en estas películas, al mismo tiempo, esa actividad debe estar muy limitada. Pues si quiere ser activa, que sea enfermera, que sea costurera, pero que no se empiece a plantear demasiadas cosas. De hecho, las mujeres que aparecen en películas, que intentan rebelarse y hacerse preguntas sobre su papel en la sociedad, suelen acabar con un final bastante trágico. Acaban en la droga, o acaban solas, o mueren. Por ejemplo, este que estamos viendo, que se llama Una casa en el agua, esta mujer es la secretaria de ese hombre que es ginecólogo, y están juntos sin estar casados, mantienen una relación, digamos que viven en pecado, y ella se rebela, se queja al hombre porque se ha quedado embarazada, y él, que es ginecólogo, pues le practica un aborto. Y la fin se traduce. Elle peut plus avoir un enfant et pas donc du coup elle peut pas. Sí, entonces a causa de esa intervención ya no puede tener hijos nunca más. Dommage. Bueno, una pena. Donc, en même temps, dans le film farsi, à cette époque-là, où il y a Khatami, il y a des femmes qui arrivent, qui disent qu'ils sont féministes, donc ils vont faire des films un peu genre féministes. Je crois que ce film ne va pas marcher. Non. Malheureusement. Ouais. Donc non, ça va pas marcher. No, ça va pas. Esta Ni película no la vamos a poder ver porque el CD está un poco chafado. Et donc, c'est dans leurs films, les femmes réagissent, elles sont, je ne sais pas pourquoi les femmes qui réagissent doivent devenir tout de suite hystériques et insupportables. Et aussi, ce genre de film, ça fait que, peut-être il y a des femmes qui disent « c'est génial, cette femme parle », mais normalement, les hommes, ils ont un regard super méprisant pour ces films, pour les femmes de ces films, et aussi, finalement, c'est que ces films aussi finissent par une moralité très stupide, c'est que ces femmes qui réagissent, qui sont hystériques, ils
il perturbe le noyau de la famille et il vaut mieux de ne pas être comme ça. En estas películas farsi también hay algunas mujeres que son directoras y hacen películas con una cierta mirada feminista, aportan otro punto de vista. Pero, sin embargo, ese personaje femenino tampoco termina mucho mejor que en los otros. Normalmente, cuando se enfrentan a una situación difícil, acaban cayendo en la histeria y en cuanto tienen la oportunidad, pues se ponen a gritar y a despotricar. Al final, el efecto que causa este estilo cinematográfico y estas películas hechas por mujeres es que son despreciadas por el público, especialmente por los hombres, porque la imagen que dan es que estas mujeres se rebelan, intentan no ajustarse a lo que se espera de ellas, pero al final no consiguen nada y perturban el núcleo de la familia. Para nada. Donc, en même temps, il y a un côté, il y a un autre film farsi, il y a des réalisateurs qui maîtrisent pas mal la technique de la cinéma, la technique cinématographique, donc du coup ils font des films un peu mieux, leur scénario est beaucoup plus cohérent et plus construit, et ça fait qu'ils font des films qui attirent pas mal de public aussi, mais en même temps, ils parlent de la femme d'une autre manière. Par exemple, il y a l'exemple de film de Dariush Mehdi qui s'appelle Paris, que ce film présente une femme qui est intéressante, qui étudie, qui parle, qui sait parler, tout ça, un peu hystérique, vous voyez, comme d'habitude. Et c'est que cette femme, elle essaye de parler et elle est attirée par la spiritualité. Mais finalement, c'est que le problème de ce genre de film, c'est qu'il essaye de dire des choses un peu plus cultivées, mais forcément, ils ne sont pas très profonds et ça reste un peu pauvre quand même. Por otro lado, también hay otros realizadores de películas farsi que dominan la técnica cinematográfica y que lo hacen muy bien. Entonces, pues cultivan una estructura de guión más coherente, más completa y tienen un hilo conductor mucho más interesante a nivel de guión. Por ejemplo, esto que estamos viendo, Paris, del director Dariush Mehdi. Pues en esta película la mujer, que también es un poco histérica, pues tiene inquietudes espirituales, etcétera. El problema de estas películas suele ser que el hecho de que el director quiera presentar a sus personajes como gente cultivada y con un cierto bagaje no termina de resultar del todo creíble, y los diálogos son un poco pobres y al final queda un resultado no del todo el deseado. Aussi, bon, si on s'éloigne un peu de film farsi, on arrive à un style un peu beaucoup plus mieux et qui a une qualité très bien, mais en même temps, ça reste peut-être commercial aussi, mais parce qu'il a un très large public. Et c'est le film, par exemple, le film de Bahram Beyzaï. Il vient d'une formation de théâtre. Il a donc du coup, il a beaucoup d'influence théâtrale dans son cinéma et il utilise des acteurs et actrices très bien dans le monde du cinéma dans le monde du théâtre est très connu et qui sont très connus pour leur jeu d'acteurs. Et leurs femmes sont égales mentalement sont égales aux hommes et ils ont la force, elles sont la force de la vie, elles peuvent décider toutes seules, elles cherchent la paix, elles ne cherchent pas la guerre. Par exemple, il y a l'exemple du film Boshu qu'on va voir un peu plus tard. Et c'est le fait que lui, il montre une image de femme comme ça fait qu'on la censure sans arrêt et aussi une censure agressive, surtout au début les premières années après la Révolution, et il ne pouvait pas montrer ses films, ou il pouvait faire ses films, mais après il censurait sans arrêt, donc du coup le scénario était archi coupé et on ne comprenait rien du tout. Là, on peut montrer Si. L'entretien. Ici, ¿no? Il faut allumer le son. No. Attends, bueno. Alejándose un poco de las películas farsi, hay también un estilo, también mucho mejor, que se aleja de esa mala calidad de las películas farsi y conservan al mismo tiempo un amplio público y son muy bien acogidas. Entre este tipo de películas cabe destacar al director Bahram Beyzaï
que tiene una trayectoria como director de teatro y que trabaja siempre en sus películas con actores muy reputados que tienen buena fama por su calidad interpretativa. En estas películas los hombres y las mujeres están situados en un plano de igualdad, mentalmente son, no hay ninguna superioridad de uno sobre otro, las mujeres son fuertes y la mujer se muestra como una especie de fuerza y motor de la vida. El problema que tuvo Bahram Beyzai es que sus guiones no se ceñían casi nunca a los reglamentos que imponía el Ministerio de la Censura de aquel periodo. Por lo tanto, sufrió muchísima censura, una censura muy agresiva, y muchas veces sus guiones eran cortados indiscriminadamente y al final el resultado no era en absoluto lo que él pretendía. Vamos a ver un poco más adelante un fragmento de la película Bashu, que es un excelente exponente de la filmografía de este director, de Beyzai. Donc maintenant, on va regarder un extrait c'est un interview avec c'est BBC qui a fait ça, avec une actrice que Bahram Beyzai utilisait beaucoup, et c'est la meilleure actrice iranienne. On peut commencer. Vamos a ver ahora una entrevista que hizo la BBC a la actriz Susan Taslimi, que es el paradigma de actriz iraní. 14 minutes. 14, ouais. Et donc, dans cet entretien, Susanne Taslimi, l'actrice, elle explique que, on peut avoir la voix peut-être aussi, ouais. C'est qu'elle explique qu'elle était une actrice avant la Révolution, elle a commencé son travail d'actrice dans le théâtre, qu'on voit dans les pièces qu'elle joue, et après elle explique qu'après, quand on a vu qu'il y avait une révolution, on espérait beaucoup de choses, mais malheureusement les espérances a tourné autre chose, et ça fait la révolution islamique. Et aussi, pendant un an, elle travaillait pour le centre de théâtre, mais dans ce centre de théâtre, un jour, elle arrive et ils disent que vous êtes virée parce que vous êtes une femme et tout ça. Et en même temps, elle travaillait dans les films de Beyzai, qu'on va voir les extraits, qu'elle était sans foulard. Parce que les premières années, le foulard n'était pas forcément obligatoire. C'était deuxième année après la Révolution que le foulard devient obligatoire. Mais ils avaient un problème avec son image parce que c'était une femme forte, qu'elle jouait très bien, et donc son nom apportait beaucoup de choses de féminisme, mentalité correcte, ouverte, esprit assez ouvert. En esta entrevista, pues Beyzai sobre todo habla de su experiencia como actriz. Ella empezó antes de la Revolución iraní y sobre todo cuenta cómo sufrió esa revolución y que, por ejemplo, trabajaba en el Centro Nacional de Teatro de Irán y un día llegó, poco tiempo después de la revolución, y nada, le dijeron simplemente que estaba despedida por ser una mujer. Tuvieron siempre muchos problemas, tuvo siempre ella muchos problemas con el régimen, porque ella daba la imagen, era ya bastante conocida, daba la imagen de ser una mujer fuerte y encarnaba ese papel de mujer, de armas tomar. Y sufrió mucho también, sobre todo, con la imposición del velo, que fue obligatorio 2 años después de la Revolución. Et elle a quitté l'Iran après un an, quand on l'a virée du centre de théâtre d'Iran, elle a quitté l'Iran, elle est partie en Suède, elle ne parlait pas du tout la langue, elle a mis un an, elle prépare la pièce de Electre, je crois, en suédois, elle joue toute seule sur la scène, elle gagne beaucoup de prix pour les jeux d'actrice qu'elle a fait pour le théâtre en Suède, et actuellement elle est en train de mettre en scène une pièce de théâtre. Y voilà, c'est les images de la Revolución, por ejemplo. Estas son las imágenes de la Revolución, y ella, un año después de esa revolución cultural islámica, se fue de Irán, se fue a Suecia, y allí, sin saber la lengua ni nada, pues casi un año después de llegar, empezó a trabajar en teatro y preparó la obra Electra, en la que ella, bueno, cargaba con toda la carga interpretativa de la obra, estaba en escena todo el tiempo ella, y gracias a esta interpretación obtuvo muchísimos premios. Ça, c'est la lettre qu'elle a reçue qu'elle ne peut plus travailler dans le centre. Esta es la carta en la que le comunicaban que no podía seguir trabajando en el centro. Et ce n'est pas seulement le cas de cette actrice, c'est le cas de pas mal de metteurs en scène, pas mal d'actrices, beaucoup de chanteuses qui ont dû quitter l'Iran. Y esto no le ha pasado solamente a ella, le pasó también a un montón de actores, directores, cantantes, todo tipo de artistas que al final terminaron yéndose de Irán.
Encore on peut avancer pour voir les films. Par exemple, ça c'est les films de Beizei. Esta es la película de Beizei de la que hemos hablado antes, Bashu, ¿no? Non, ça c'est Non, pas c'est pas Bashu. Bashu. Mais on va Ouais. arriver. On va arriver tout de suite. Ah, je touche pas, non? D'accord. Vous voyez ce style cinématographique qu'on voit, c'est assez fort, le jeu d'actrice, on le sent tout de suite, le jeu d'acteur, on le sent que c'est très fort et très bien construit. Se nota enseguida, nada más viendo este extracto, el peso que tiene la interpretación de los actores y sobre todo de ella, de la actriz. Par exemple, les autres films qu'elle a joués, encore un peu. Otras Ça, películas en las que c'est ella ha pas un película, c'est participado. une pièce de théâtre. Esto es una obra de teatro, no una película. Voilà, c'est le film de Boshu. L'histoire d'un petit garçon qui arrive du sud d'Iran, parce que la guerre commence dans le sud d'Iran. Elle arrive dans le nord il tombe dans cette famille et la femme qui l'accepte parmi ses enfants et l'impose à son mari aussi. Esta sí es la película de la que estábamos hablando antes, Bashu, que es la historia de este pequeño niño que llega al norte de Irán desde el sur, porque la guerra ha empezado y fue en el sur donde empezó, y llega esta familia en el norte y ella lo acepta, lo introduce en su familia, lo mete como uno de sus hijos y ahí toda en la película. Et donc la situation de la femme actrice, on peut parler maintenant, c'est que d'abord quand ils ont comme les actrices, on a reconnu la place de l'actrice en Iran pour les films farsi. Avant la Révolution, ils n'étaient pas très bien vus, que leur famille n'était pas très d'accord, que tout le temps il y avait la reproche que pourquoi ils ne sont pas à côté de leurs enfants. Mais mais par contre, la place de la femme actrice dans le théâtre était très bien vue et elles étaient considérées comme des artistes. Après la révolution islamique, les actrices de films farsi, elles prennent cette place et elles deviennent très connues aussi et ils sont très bien vues et elles prennent la place de l'artiste. Ici, dans le film qu'on va voir, on va voir certaines actrices qui ont travaillé avant la révolution, après la révolution, on voit comment ils ont vieilli. Bueno, la profesión de actriz en Irán nunca ha sido un trabajo sencillo. Las actrices de películas farsi normalmente procedían de familias modestas, humildes, que no estaban de acuerdo con esa exhibición ante la cámara y el público no la veía con buenos ojos. Tras la revolución, pues bueno, se reconciliaron un poco con el gobierno islámico y pudieron seguir trabajando, pero con el velo. Las que no quisieron llevar velo, pues como esta actriz que hemos visto antes, tuvieron que huir del país. Ahora vamos a ver en este extracto, ça fait un bruit bizarre. Ah, bon. Sí, en este extracto de película que vamos a ver, que se llama Maternal, vamos a ver un poco la situación de la mujer actriz. In the name of God. Parece que se ha bloqueado. Il faut sortir le film. Il faut sortir. Désolée, hein. C'est l'ordinateur. Lo siento, es el ordenador, no es culpa nuestra. Bueno, ahora. ¿On réessaye? Sí, oui. Ouais. Vamos a intentarlo de nuevo. A ver si la tecnología se pone en nuestra parte. Bon, on va parler de l'autre côté, les femmes cinéastes qui étaient beaucoup plus les femmes cinéastes et les cinéastes hommes aussi, qui ont essayé de faire un autre film. Bon, là, on va voir alors les actrices. Mais ça... Il y a un problème avec le film. Ouais. Donc, il y a un problème.
Il faut savoir qu'entre les années 1960 et 1970, les artistes iraniens ils se révoltent contre la tradition. Donc, ils commencent à dire que le cinéma est un art moderne. Donc, du coup, c'est une opportunité pour utiliser le cinéma pour intégrer dans le cinéma tous les autres arts. Donc, du coup, il y avait des artistes, des poètes, des peintres, des photographes qui essayent de faire des films en pensant aux autres arts et pensant que le cinéma, c'est le 7e art, ça veut dire c'est l'art complet. Et il essaie de remettre en question la place de cinéaste, le rôle de la mise en scène dans le film, le jeu d'acteur et la présence du corps dans l'espace et l'importance de la voix et le son. Bueno, durante los años 60 y 70 los artistas iraníes se rebelan contra la tradición para adaptar un arte más moderno e incluso postmoderno. Y dentro del cine se proponen integrar otras disciplinas artísticas como la poesía, la pintura, la fotografía, etc. Y se plantean que, bueno, ya que el cine es el 7º arte, pues debe ser el cine el que contenga a todas las demás artes. Se plantean y se cuestionan el lugar del cineasta, del director y el papel que tiene la puesta en escena en la película. La interpretación de los actores y la presencia del cuerpo en el espacio, la importancia de la voz y el sonido. Pour la première cinéaste, parmi ces cinéastes avant-gardistes, on a la première cinéaste iranienne aussi qui s'appelle Forough Farrokhzad. En effet, d'abord, elle était une poétesse, très important dans la poésie moderne iranienne. Elle part en Angleterre, elle fait une école de cinéma, elle revient et elle fait un film en Iran qui s'appelle La maison est noire. Et ce film raconte l'histoire, rentre dans la maison des gens qui ont la maladie ils sont lépreux et il faut grandir un peu l'image. Et c'est qu'on voit dans ce film, on voit que la voix off n'est pas une voix off explicative. En fait, il donne les idées, les images et les poésies de la poétesse. Et aussi, donc, le film a plusieurs dimensions visuelles, sonores, et c'est pas comme rien à voir avec le film Farsi. Esta que vemos aquí es una obra de la primera mujer directora de cine iraní. Es que sale precisamente de este movimiento del que hemos hablado anteriormente. Se llama Forough Farrokhzad y antes de ser directora de cine se había dedicado a la poesía. Es una poeta muy importante en la corriente de la poesía moderna. Y bueno, ella se fue a Inglaterra, estudió cine allí y luego volvió a Irán y allí dirigió su primera película, esta que estamos viendo, La casa es negra. Esta película es un cortometraje que refleja la vida en una casa de enfermos de lepra y tiene una voz en off durante todo el metraje que no es explicativa, sino que es ese tipo de voz en off poética que da una nueva dimensión a las imágenes que se muestran. También hay que destacar el encuadre y los movimientos de cámara y de luz. Es una pieza muy importante. Et donc, du coup, l'histoire du cinéma iranien n'entend pas le nom d'une autre cinéaste d'avant-garde jusqu'à 15 ans après la révolution islamique. Et après ce moment-là, c'était exactement le moment que le président Khatami arrive en Iran. Donc, à ce moment-là, dans les universités iraniennes, en même temps que le gouvernement est super misogyne, il faut savoir que 60% des étudiants sont des femmes. Et donc, du coup, pendant Khatami, il relance des écoles supérieures et l'université de cinéma. Et donc, il y a des nouvelles cinéastes qui sortent et qui commencent à faire des films, mais des films avec une qualité cinématographique très intéressante qui s'éloigne de films farsi et ces clichés imposés pour les femmes. Et ces cinéastes sont normalement très cultivés et très conscients sur ce qui se passe dans le monde par rapport à l'art. La historia del cine iraní no vuelve a tener una figura importante femenina como la de Farrokhzad hasta que no pasan 15 años de la Revolución Islámica, con la llegada del presidente Khatami.
Entonces, en ese momento abren las nuevas escuelas de cine, escuelas universitarias de cine, gracias a los cineastas vanguardistas de los años 70, que se hacen profesores. Y a pesar de la misoginia recalcitrante de esos gobiernos, hay que destacar que el 60% de los estudiantes universitarios son mujeres. Y estas escuelas dieron toda una serie de nuevos cineastas que se volvieron a alejar de los clichés y de los tópicos del cine farsi, de las películas farsi. Son unos cineastas, unos directores bastante cultos y más conscientes de lo que se pasa a nivel internacional en el mundo. No se limitan a la visión iraní. Mais il faut savoir que pendant la présidence de Khatami, la censure a changé. Par exemple, il disait qu'il donne tout le monde peut travailler, même aussi les femmes aussi peuvent commencer à travailler. Mais le problème, c'est qu'il essayait de coincer les cinéastes. En effet, il ne donnait pas surtout coincer les femmes. Il disait qu'ils n'ont pas beaucoup de budget pour les longs métrages. Il donnait le budget pour les courts métrages. Donc les cinéastes, surtout les femmes, pouvaient faire des courts métrages. En même temps, il y avait les boîtes de production qui disaient qu'ils ne veulent pas donner l'argent aux femmes parce que, sous prétexte qu'elles ne savent pas travailler très bien. Mais bon, finalement, elles pouvaient faire un court-métrage, mais il n'y avait aucun danger pour le gouvernement et le ministère de la Culture et de la Censure parce qu'en fait, il n'y avait aucune séance spécialisée et salle spécialisée pour projeter ces courts-métrages. Donc du coup, c'est comme si on n'a jamais fait un film. Ese nuevo sistema con Khatami, en este momento la censura cambia de alguna manera. Entonces no prohíben, pero sí que intentan que los realizadores, los directores se ciñan los constriñen sobre todo a las mujeres y les obligan a hacer siempre cortometrajes. Entonces las productoras solo financian sobre todo cortometrajes, no suelen dar dinero para largometrajes independientes y esa financiación además muy pocas veces le cae a las mujeres, con la excusa de que no saben trabajar y que no tienen criterio. Esta censura, a pesar de que en apariencia permitía el rodaje de películas a mucha gente, puesto que daba dinero para que se hicieran siempre cortometrajes, sin embargo, el resultado es que esas películas al final no tenían ninguna salida y nadie las veía porque no había salas ni sesiones especializadas para cortometrajes. Así que todo lo que se hiciera, pues no había nada que temer, puesto que al final nadie lo iba a ver. Ouais. Donc il faut savoir que le cinéma d'avant-garde iranien est relancé par les cinéastes d'avant-garde des années 60-70, ils deviennent les profs en fait, et parmi les cinéastes qui reviennent, on peut nommer, il y en avait plusieurs, mais parmi ceux qui deviennent très très reconnus et très connus sont Kiarostami et Mohammad Reza Aslani. Kiarostami, on connaît tout le monde, il est connu internationalement. Et Kiarostami, il change la place de la femme dans le cinéma aussi parce que dans son cinéma, il y a toujours la question de l'improvisation et donc du coup, il y a la place de l'improvisation pendant le tournage et le montage. Ça fait que par rapport à la femme, il y a un changement. Les changements que ça apporte, la femme peut aussi improviser, donc du coup elle vit sa vie quotidienne, donc on voit autre chose de sa vie, ça veut dire qu'on voit la réalité de sa vie, on voit comment elle réagit, elle n'est pas forcément obligée de suivre les clichés. Et ça, tout ça c'est grâce au scénario ouvert que Kiarostami propose. Et les personnages non acteurs qu'il utilise, Kiarostami aussi, permet qu'on voit vraiment la vérité et la réalité de leur vie quotidienne et aussi voir par exemple comment les femmes réagissent. Et bon, lui, il aime bien d'aller dans les petits villages. Par exemple, là, on va voir le film qu'on a projeté, je crois, en Europe aussi, qui s'appelle À travers des oliviers. Par exemple, là, on va voir, c'est un garçon qui va demander à la main de la fille, et la fille, elle veut étudier, le garçon, il est illettré, mais le garçon, il est assez ouvert, il dit, oui, moi, je ce manque, je n'ai pas pu étudier, mais j'aimerais bien avoir une femme qui a étudié pour pouvoir enseigner à nos enfants, pour pouvoir bien les éduquer. Después de la revolución, la corriente de vanguardia
se revitaliza por esos vanguardistas de los años 60 y 70 que se hacen profesores universitarios, como hemos dicho anteriormente, y entre esos cineastas que sirven de motor destacan Mohammad Reza Aslani y Kiarostami, Abbas Kiarostami, que es el más conocido probablemente aquí en Europa. Kiarostami, con su forma de hacer cine, que sobre todo incluye la improvisación durante el rodaje y durante el montaje, pues esta improvisación aporta a la mujer ciertas novedades. Por ejemplo, bueno, entre ellas la mujer, por supuesto, puede también improvisar y se la refleja en su vida cotidiana, pero sin estar forzada a seguir clichés, ningún tipo de tópico y sin el miedo, sobre todo, de sentirse juzgada y posteriormente censurada. Además, reacciona como quiere, sigue su propia voluntad, como por ejemplo en esta escena que estamos viendo de la película A través de los olivos. Este chico está enamorado de la muchacha y va y la pide en matrimonio, pero ella lo rechaza y le dice que no, porque ella quiere estudiar y quiere, en fin, no quiere someterse. Y la reacción de él, en lugar de, pues, no sé, de enfadarse o de montar una escena, es que acepta. Él no quiere estudiar, él no va a cambiar, pero no le importa tener una mujer que sea culta y que se haya formado. Le deuxième cinéaste, c'était Mohammad Reza Aslani. Il est très important dans le cinéma iranien. Il n'est pas il a commencé sa carrière à l'âge de 23 ans. Il était toujours parmi les cinéastes avant-garde. Il a fait son premier long métrage à l'âge de 30 ans. Tout de suite, ils ont dit non, c'est pas bien. Les critiques, ils ont dit c'est pas bien. 10 ans après, ils ont dit que c'était le meilleur long métrage dans l'histoire du cinéma. 30 ans après, il en parle toujours. Et ce cinéaste, quand il fait son film, tout de suite, Roberto Rossellini, il a adoré son film. Il a demandé de travailler avec Aslani pour son prochain long métrage. Aussi, Henri Langlois, il a projeté son film pendant 6 mois dans le ciné-club français comme un chef-d'œuvre de cinéma iranien. Ce qui a fait, après la Révolution, pendant 20 ans, ce cinéaste, il était interdit de travailler, il n'avait pas du tout droit de toucher la caméra, mais après, avec l'arrivée de Khatami, il a commencé à travailler, d'abord, il avait droit que de faire des courts-métrages, mais finalement, il a pu faire son long-métrage. Mais parmi des choses très intéressantes qu'il a fait pour les femmes, c'est que, par exemple, il a donné des cours d'esthétique de cinéma à la grande école liturgique de chiites, c'est une école super fermée, et c'est là-bas que tous les codes négatifs religieux et dogmatiques de religion qui sortent. Donc là-bas, il part de l'art, il dit que l'art, le cinéma est un art, c'est pas un moyen de propagande, et l'art forcément ne doit pas être un art islamique. L'art doit déjà chaque chose dans son essence présente la spiritualité, il faut regarder ce côté-là. Et nous, on a besoin de la femme dans le cinéma et dans l'art. On a besoin de ce regard de la femme. On ne doit pas imposer une image cliché de la femme. Et donc, on a besoin de cinéastes intelligentes. On a besoin d'une actrice non limitée aux images et les clichés. Et aussi, on a besoin des techniciennes féminines. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin seulement des maquilleuses et coiffeurs. En même temps que coiffeurs, on ne voit rien du tout parce que c'est caché derrière le voile. Donc, on a besoin des techniciennes aussi. Et lui, autre chose qu'il fait, il y a un festival très important en Iran. Excusez-moi, non, ça va, ouais. Autre chose qu'il fait très intéressant, c'est que c'est le festival de Fajr. Il y a un grand festival en Iran qui s'appelle Festival de Fajr. Chaque année, il y a des films qui gagnent là dans ce festival. Et une fois, il était parmi le jury et il impose un prix pour le court-métrage. Et en même temps qu'il était jury, les autres jurys, ils étaient misogynes. Il y avait un très bon film d'une cinéaste que les autres jurys pro-gouvernementaux, ils ne voulaient pas que ce film gagne. Donc du coup, Aslani, il fait un scandale, ça devient très médiatique ce scandale, et il dit que il faut que cette femme gagne parce que c'est une femme, parce que c'est un court-métrage, il ne faut pas la mettre à côté ou l'oublier. Cette femme, elle gagne le prix de Fajr, après elle gagne plusieurs prix dans plusieurs festivals, et elle s'appelle Soudabe Baba Gap, mais le problème c'est qu'après, cette pauvre Soudabe Baba Gap, elle n'a pas le droit de faire un autre film et on ne lui donne pas des subventions pour faire ses autres films.
Bueno, el otro cineasta del que habíamos hablado, aparte de Kiarostami, Mohammad Reza Aslani, es un cineasta muy reconocido también en Irán y que no pudo trabajar durante 20 años a causa de la revolución islamista. Comienza su carrera cinematográfica cuando muy joven, a la edad de 23 años, y a los 30 ya hace su primer largometraje. Este largometraje en concreto, pues llegó, por ejemplo, lo vio Roberto Rossellini y inmediatamente quiso trabajar con él en su próxima película. Henri Langlois, el director de la Cinemateca Francesa, la estuvo proyectando durante 6 meses en un cineclub que dirigía, como una gran obra maestra del cine iraní. Y bueno, su gran aportación al cine, aparte de sus películas, es que también ha dado clases de estética cinematográfica en la gran escuela litúrgica de los chiíes, lo cual es muy sorprendente porque es una escuela muy cerrada, con unos códigos muy cuadriculados, y él siempre trataba de proponer la presencia femenina en el cine. No solo como actrices o directoras, sino también a papeles técnicos que no se limitaran solamente al maquillaje o a la peluquería, que era lo que estaban abocadas de manera así tradicional, sobre todo a la peluquería, porque debajo del velo lo que hay debajo del velo no se veía. Y también otra de sus grandes aportaciones fue que en el gran festival de cine Fajr de Irán, Aslani insiste en que se cree la categoría de premio para el cortometraje. En ese festival él pertenece al jurado y levanta todo un escándalo, puesto que acusa a los otros miembros del jurado de no querer otorgar el premio del cortometraje a un cortometraje que era el que lo merecía, simplemente porque lo había dirigido una mujer. Entonces este gran escándalo sirvió también como altavoz para la presencia de las mujeres. Sí. Hay un problema definitivamente con los CDs que no se pueden enseñar. Mais après, aujourd'hui, Ahmadinejad, il a favorisé le film farsi et encore, il a essayé de un peu détruire la place de la femme. Encore, par exemple, des choses super moches qu'il impose dans le film, c'est que les femmes la première femme accepte que son mari se remarie avec une deuxième femme ou troisième femme. Ce qui était la différence entre les chiites et les sunnites, c'est que les chiites, leur femme doit donner la permission pour le mariage, et les sunnites, ils peuvent se marier 4 fois sans la permission. Ou aussi, par exemple, tout le temps, il veut dire que si la femme réfléchit ou elle étudie, ça veut dire que c'est une prostituée. Et aussi, les hommes, ils doivent être super vigilants parce qu'il y a des femmes qui veulent avoir des relations hors de mariage. Ça veut dire qu'ils veulent détruire leur vie ou prendre leur argent. Et donc, il donne beaucoup de budget pour ce genre de film. Actualmente, hoy en día, en 2011, Ahmadinejad ha acentuado esa presión de la censura sobre el arte y ha, sobre todo, favorecido otra vez el cine, las películas farsi. En esta censura que actualmente se ejerce en Irán, las mujeres como que han dado otra vez un paso atrás, y el papel que tienen las mujeres en las películas actuales es, en primer lugar, las mujeres aceptan, sin oponerse de ninguna manera, que su marido se vuelva a casar por segunda o por tercera vez sin decir ni pío, lo cual era la diferencia principal entre los chiíes y los suníes, porque los chiíes sí que necesitan el permiso de la primera mujer para que el marido pueda volver a casarse. Y la femme no donne pas la permission, c'est normal, ¿no? Oui, y la mujer nunca daba permiso, obviamente, y los suníes, sin embargo, podían casarse sin pedir permiso a nadie, mucho menos a la mujer. Luego también hay mujeres jovencitas que estudian, que piensan, que, en fin, que tienen formación intelectual, pero que al final, precisamente por eso, al final acaban como prostitutas y caen en el mundo de la droga. Y los hombres, precisamente, tienen que estar muy atentos a esas mujeres, porque hay muchas de ellas
que lo único que buscan es tener relaciones con hombres, no le importan que sean relaciones fuera del matrimonio y esto pues los aboca a destruir su vida. Bon, une dernière phrase sur les cinéastes en exil, c'est comme l'exemple de Shirin Neshat et Marjane Satrapi. Si ce qu'ils racontent, c'est vrai, c'était début des années 80, mais pour ma génération, ça veut dire que là maintenant, aujourd'hui, c'est plus l'actualité, on s'identifie plus à ce genre de film, c'est notre passé. Aujourd'hui, on se pose des autres questions et on demande autre chose. Des choses qu'on demande aujourd'hui, c'est par exemple... qu'on arrête, interdit carrément la pendaison publique ou l'acceptation de l'homosexualité dans la société ou la fin des exécutions des opposants politiques, ce qui est assez fréquent en Iran toujours, que personne n'en parle. Et en plus, ce qui est très perturbant, c'est qu'il essaie d'exécuter les femmes opposantes politiques plus que les hommes. Bueno, ya para terminar, el cine iraní también ahora mismo actualmente tienen una voz en esos cineastas que están en el exilio, como Shirin Nesrat y Marjane Satrapi, la creadora de Persepolis. Son cineastas, son directores que no se identifican ya con la generación nacidos de la Revolución, ya no se identifican con esas películas que el gobierno pretende, puesto que bueno, y lo que quieren es resistir y afrontar los problemas y quieren dar voz y que se les escuche y sobre todo reivindicar pues toda una serie de atrocidades, como por ejemplo la prohibición, quieren que se prohíban las ejecuciones públicas, que se acepte la homosexualidad en la sociedad iraní y sobre todo que terminen las ejecuciones de los que se oponen políticamente al régimen, que es algo de lo que nadie habla, pero que sucede por desgracia con mucha frecuencia. Sobre todo las mujeres son las más represaliadas. Donc il reste toujours cette question qu'encore avec l'arrivée d'Ahmadinejad, est-ce que la femme peut garder sa place? Est-ce que tout ce qu'elle a gagné dans cette décennie, ça fait 10 ans qu'elle est en train de gagner cette place, elle a pu gagner, est-ce qu'Ahmadinejad, il va laisser la place pour que la femme continue? À mon avis, oui, parce que les Iraniens, ils en ont marre et ils ne peuvent plus continuer comme ça, ils font ce qu'ils veulent. Y por último, nos podemos preguntar si ahora con Ahmadinejad va a cambiar en algo la cosa y la mujer va a poder continuar esa evolución que está experimentando desde hace 10 años o si por el contrario Ahmadinejad la va a impedir. En mi opinión, creo que sí, puesto que la mujer ya no, han pasado ya demasiadas cosas y las mujeres tienen ya su lugar. Merci beaucoup. Muchísimas gracias. Gracias a Agita Asllani y a Regina López, y lamentamos los fallos técnicos que nunca se pueden controlar del todo, y ahora nos levantamos y vamos a escuchar a Ignacio Béjar, que es un músico malagueño, especialista en músicas orientales. Hoy viene él solo, pero tiene un grupo en fin, con el que actúa en muy distintos escenarios. Va a leer poemas también, va a leer poemas de poetas persas, o sea que acabamos con poesía. De todas formas, podríamos dejar, si alguien tiene interés en hacer alguna pregunta a Agita Asllani, podríamos dejar 5 minutos porque puede que como ayer pues se haya levantado la curiosidad, se ha despertado la curiosidad en el público. Yo de todas formas sí tengo una pregunta que no quiero dejar de hacer antes de dar paso a Ignacio Béjar, que ya está allí impaciente, y es la representación de la casa de Bernarda Alba. ¿Cómo es posible en teatro? O sea, ¿cómo se recibe? ¿Cómo se ve si no le afecta la censura? Porque yo cuando veía la última escena de Persépolis, el último dibujo que se ha quedado fijo en la pantalla, me acordaba de las mujeres de Bernarda Alba, las mujeres vestidas de negro, y esa crítica a
al deseo, libertad que hay en la obra de Lorca, ¿cómo se tolera, cómo se vio, cómo se...? En fait, le théâtre en Iran, c'est différent. Il y a beaucoup de liberté, c'est pas une image enregistrée, donc du coup, c'est une phrase qui part, donc ils font ce qu'ils vont et ils ont plus de liberté. En même temps, ils n'ont pas beaucoup de liberté pour avoir l'argent pour pouvoir produire. Donc du coup, d'un côté, c'est plus facile de faire un théâtre parce qu'il y a moins de censure, de l'autre côté, c'est un peu difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Mais ça fait qu'il y a beaucoup de public pour le théâtre, ce qui est très étonnant par rapport en général dans les pays, parce que les gens ils sont plus attirés par le théâtre que par le cinéma que par le théâtre. Et donc, mais quand même, ils viennent, ils voient le théâtre, et c'est un moyen pour se sentir un peu libre aussi. Lo que ocurre con el teatro es que se goza de más libertad, el gobierno no está tan encima del teatro, puesto que bueno, es imagen que no está grabada y por lo tanto no permanece. Entonces, bueno, aunque al mismo tiempo también hay muchísimo menos dinero que se invierte en teatro. De esta manera, pues bueno, también hay muchísimo público, lo cual es sorprendente, sobre todo si se compara con la situación teatral en algunos países. Pero, bueno, pues en ese sentido el teatro es una especie de vía de escape en la que se goza de más libertad que en la propia industria cinematográfica. ¿Hay alguna pregunta del público?